Grand oral des GG avec le député La France Insoumise élu en Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. C'est une journée de réconciliation. Alexis Corbière est de retour dans les grandes gueules, avoir promis finalement qu'il ne viendrait plus jamais chez nous. Ouais. Bah écoutez, c'est comme ça. Faut jamais dire jamais. Non mais bon, déjà merci de m'inviter. Vous m'invitiez plus non plus. On va pas assommer les spectateurs de ce qui s'est passé. Moi j'étais fâché après vous parce qu'en plus je pense qu'on avait noué des liens tous les trois qui étaient des liens professionnels, mais je veux dire bon, et puis à l'époque on faisait le conseil des GG, vous veniez en tant que je vous ai trouvé que le ton soit fleuri, je m'en fous, c'est pas le sujet, mais sur un sujet je vous ai trouvé à un moment donné assez peu correct, puis voilà, c'est la vie. Bon, ceci dit, il y a des gens qui écoutent, c'est une émission populaire, et puis voilà, et puis on discute, et puis après tout, puis il faut passer à autre chose. Je suis pas rancunier, après bon, nous non plus, nous non plus. Non mais attends, non mais je vais pas non plus, voilà quoi, c'est un sujet. Non mais pardon, vous m'invitez, je viens. Parlons j'ai harcelé personne, mais bon, puis je veux dire, c'est au bout d'un moment. Une fois de plus, pourquoi aller dans des grandes émissions? Moi, je vais partout. Hormis vraiment des trucs, vous avez des gens qui vous écoutent, vous avez votre temps à vous, faut y aller. Ce qui m'empêche pas de dire, et c'est le principe des grandes gueules, qu'il y a des moments où il y a aussi des choses que je trouvais pas correctes, que je continue à pas trouver correctes, et puis voilà, la vie continue. Parlons de l'actualité. Ce matin, dans les grandes gueules, il y avait une discussion autour de ce fameux impôt à la source. Alors au départ, tout le monde disait ça va pas mal, si effectivement c'est une bonne idée de payer en temps réel les impôts. Ailleurs, ça se fait, et puis il semble bien que cette réforme ait du plomb dans l'aile. Alors est-ce qu'il faut, oui ou non, faire cet impôt à la source à partir de janvier, selon vous? Moi, déjà, sur le fond, je ne suis pas favorable au prélèvement à la source. Non, je pense que c'est une mesure de gauche. Il faut une grande révolution fiscale, ça c'est sûr. Il y a un problème à l'heure actuelle. C'est trop concentré sur une catégorie de la population, ce que je vais appeler les classes moyennes pour faire simple. Nous, avec Mélenchon, on avait défendu l'idée de 14 tranches d'impôts, un impôt plus progressif. C'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut aussi s'interroger. On parle beaucoup de l'impôt sur le revenu, mais par exemple la TVA, c'est ce qui coûte cher aux Français. Et ça, c'est un impôt particulièrement injuste, selon que vous êtes millionnaire ou sur le revenu, désormais, c'est seulement 40% des Français qui le payent. Voilà. Alors après, là, on parle de problème à la source. C'est quoi le problème que je vois? Premièrement, ça fait quand même des tâches qui normalement sont dévolues à l'État. Ça va être supporté par les entreprises. Et pour beaucoup de petites entreprises, c'est pas simple. Il va falloir notamment embaucher un comptable, etc. Et ça rajoute en vérité des difficultés. Deuxièmement, moi, je vois un problème de fond, c'est qu'il y avait quand même une confidentialité jusque-là entre les services fiscaux et le contribuable, où désormais, malgré tout, alors on nous explique qu'il y aura des garanties, mais enfin au niveau de la boîte, vous devrez dire d'ailleurs quelle est votre situation fiscale, notamment de votre compagnon, compagne, etc. Ce qui peut amener tout de même dans les relations, quand vous dites j'ai besoin d'une augmentation de salaire, etc. Que le gars vous dise, ou dernièrement t'as perçu un héritage, etc. Bon, ça pose toute une série de problèmes. Et en plus derrière tout ça, j'oublie pas que les agents des impôts, il y a eu des démantèlements de l'État, moins de possibilités de faire du boulot. Je reviens à des marottes, mais c'est des sujets de fond. Il y a 60 à 80 milliards d'euros chaque année qui partent en fraude et évasion fiscale. Faut donner des moyens aux services de l'État pour aller chercher cet argent. Là, il y a une bagarre à mener. Il y a des fraudeurs fiscaux, il y a des évasions fiscales, il y a même des choses qui, dans le cadre de la légalité, sont possibles. On appelle ça l'optimisation fiscale. Donnons des moyens à nos agents des impôts d'aller chercher cet argent. Voilà. Et enfin, pour finir, plus politiquement, c'est pas que de la technique. On a un gouvernement, c'est en marche, mais en marche dans la semoule. On sait plus trop. Et il y a un effet qu'ils craignent, manifestement, parce qu'ils savent que sans doute au mois de janvier, le chômage aura continué à s'enfoncer. Économiquement, ça ira pas mieux. Et le petit effet psychologique sur les feuilles de paye qui fait que les gens vont se dire tiens, on me prélève en plus. Parce que tout le monde n'est pas mensualisé. En plus. Voilà. Bon, risque d'avoir un effet politiquement détestable. Mais vous avez compris le cafouillage même, parce que ce qui est surprenant, c'est de voir d'un côté un ministre Darmanin qui se démène pour nous dire que tout est prêt. Il se démène, Darmanin, pour se démener. Il est avec les agents de Bercy qui disent mais attendez, nous on se prépare, etc. Et puis un président qui dit bah attendez, non, moi il me faut 15 jours pour comprendre ce qui se passe. C'est quoi, c'est un couac, du cafouillage? Non mais techniquement c'est sans doute prêt. Moi j'imagine que les gens de Bercy sont des gens sérieux, mais politiquement ils ne savent pas actuellement comment prendre le truc, parce qu'ils sentent bien que la saison 1 de Macron était une chose, la saison 2 ça devient plus compliqué. Il n'a plus la main, Macron? Quand ça veut pas, comme on dit. Au bout d'un moment, là l'année dernière c'était comme toujours, il y a toujours un effet de souffle en une élection présidentielle. Il est jeune, il est beau, il est souriant, il va tout changer, etc. Bon, et au bout d'un an, quand on fait le bilan sur le terrain économique, il y a eu des cadeaux qui ont été faits à certains, mais pour la population, ça va plus mal. Sur le terrain écologique, le départ fracassant du lot,
quand même nous dit quelque chose. C'est que lui, il dit, bon voilà, il y a aucun choix écologique qui est fait, et puis d'un terrain démocratique, pardon, mais c'est la 5e République et la monarchie présidentielle à plein. Que ce soit sur l'affaire Benalla, ou pardon, même sur la nomination, c'est une anecdote, mais de Philippe Besson, qui est un écrivain sympathique, mais enfin bon, là c'est vraiment les copains, quoi. Le copinage absolu, les effets de cours, dont les Français, tout ça le voit, finalement, bon, ben c'est du Sarko-Hollande qui continue. Bon, là-dessus, ils perdent la main, et je crois que ça ouvre la porte à ce que le débat s'approfondisse. Ce qu'il faut, c'est pas uniquement taper sur Macron, c'est qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a des propositions, discutons de ça. Et ça me semble plus intéressant. D'où l'envie d'avoir une rentrée sociale, une rentrée politique plutôt frontale avec le président de la République. Alors, et la majorité actuelle, Alexis Corbière. C'est les conditions. Non, mais c'est démocratique. Ouais, c'est la vie bien. démocratique, c'est la vie politique. C'est pas péjoratif ce que je dis. Marshall, moi, bien sûr, moi je suis frontal parce que je vais être honnête, je suis en désaccord frontalement avec ce que fait le gouvernement. Je vais pas raconter des bêtises. Enfin, je ne comprends pas le système des retraites aujourd'hui. Il est affecté notamment par un chômage de masse. La modification que prévoit le gouvernement, alors on va voir, il va rentrer dans le détail, mais qui va passer d'un système de différent à ce qu'il est actuel, va coûter cher à nos retraités. J'en prends le pari. Et vraiment, s'il y a des gens qui sont en colère depuis un an, je le vois comme néo-député, si je puis dire, c'est les personnes âgées. Alors eux, ils savent compter, et vraiment, ils sont du genre, quand tu vois un député sur le marché, à aller l'engueuler, ou du moins à faire... Alors, je pense que ça va en rajouter dans la colère, notamment de nos plus anciens. Et ils ont perdu près de 50 €. Là, ils risquent avec l'augmentation de la CSG, et ils risquent d'avoir un effet au moins supérieur à ça de détérioration de nos retraites. Donc ça, c'est ça. Moi, je suis en radical désaccord avec ça. Je l'exprime. Après, oui, mais Macron est en difficulté, il a perdu la main, mais les Insoumis ont aussi, pour l'instant, raté leur pari avec la réforme concernant la SNCF. Vous étiez vraiment en avant dans le combat contre cette réforme. Vous avez promis des marées populaires, des rassemblements sur les Champs-Élysées. Bon, tout ça n'a pas eu lieu. Il y a eu du monde dans la rue, mais ce n'était pas en augmentation. Donc là, finalement, la rentrée, vous avez toujours un peu le même discours. Alors maintenant, vous promettez une raclée aux européennes à Macron. Ce sont toujours des mots très forts. Et finalement, la réalité l'est beaucoup moins. On verra. Bon, déjà, n'oubliez pas qu'on a fait émerger une force à 19,5% dans l'élection présidentielle, 7 millions de voix. C'est une réalité politique. Est-ce que vous non, mais attendez, on se connaît depuis longtemps. Le fait qu'un homme comme moi soit devenu député signifie qu'il y a quand même une modification politique dans le pays. D'accord? Il se passe quelque chose. Y compris même l'émergence de En Marche, d'Emmanuel Macron, le paysage politique que vous observez depuis, ça fait 14 ans. Profondément. Donc on peut pas dire, il y a des choses nouvelles. Nous, on fait entendre, bien sûr, un projet politique, écologique, social, etc., et une protestation populaire. Après, nous, on insuffle un enthousiasme et un optimisme. Qu'est-ce que je vous dis? Quand je considère que la réforme de la SNCF n'est pas la réforme qu'il fallait, qu'elle va aller vers une privatisation du rail, j'invite la population à dire c'est un outil qui était à nous, et il faut se mobiliser. Des gens sont mobilisés, pas tous, à la fois peut-être parce que des gens approuvaient ce que faisait Emmanuel Macron, puis aussi d'autres gens qui se mobilisent pas parce que c'est difficile de faire grève, de manifester pour beaucoup de gens, parce que les conditions de travail, la précarité, les fins de mois difficiles, etc., la pression dans l'entreprise. Bon, donc... oui, mais vous nous avez promis des choses qui ne sont pas arrivées. Est-ce qu'il faut pas, vous aussi, de votre côté, revoir la façon de mobiliser? Non, mais ça, il faut tout revoir. Ça, je suis d'accord avec vous. Et franchement, on est plutôt de ceux qui réfléchissons à d'autres formes d'action, de mobilisation. Moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, par exemple, c'est ces millions d'abstentionnistes auxquels il faut aller parler avec des formes nouvelles. Nous, on fait des caravanes aux européennes, notamment aux européennes. Ce sera ça qui va surplomber toute l'élection. Ça va être les abstentions. Nous, on essaie de faire ce qu'on appelle des caravanes dans les quartiers. Tu mets un barnum, tu te poses dans un endroit où personne ne va. On discute avec les gens. On a fait des simulateurs de droits. Par exemple, c'est aller voir les gens et leur dire: est-ce que vous savez qu'aujourd'hui vous avez des droits sociaux? Beaucoup de gens, 30-40% des droits sociaux ne sont même pas demandés par les bénéficiaires parce qu'ils sont ignorants. Donc, faire tout ce travail de solidarité concrète. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon lançait l'idée, pourquoi pas, en prenant l'exemple de ce qui a été fait à Marseille, quand il y a une dégradation du service public, les habitants d'un quartier ont repeint une école. Voilà, ça c'est intéressant. Est-ce qu'on peut mettre en place des formes de solidarité active où on n'est pas seulement dans un projet de société globale, mais on dit on commence par et par exemple, moi je réfléchis dans ma circonscription, il y a des endroits qui sont très sales. Est-ce qu'on peut pas lancer l'idée que on va nettoyer parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Daniel Simonet pourrait lancer ça à Paris d'ailleurs. Ça serait bien. Non mais voilà, pour montrer non mais il faut créer une manière de rentrer dans la chose qui un peu originale. Une fois qu'on a dit ça, je le répète, je crois que la responsabilité d'un mouvement comme le nôtre, c'est d'insuffler un optimisme, d'appeler à l'action. Des fois ça répond, des fois ça répond pas. Et puis Alexis, vous dites insuffler un optimisme, d'accord? Sauf que la France est un grand pays, on peut faire bien sûr. Mais sauf que dans l'interview que Jean-Luc Mélenchon a accordée à la Provence, lui dit les conditions sont beaucoup plus favorables que
que la dernière fois, mais j'ai l'impression que c'est les conditions de contestation et à faire lever le peuple. Donc je disais tout à l'heure, c'est la saison 2, la saison 1, elle était magnifique. Les acteurs, on les connaissait pas. C'est pour ça que j'ai parlé de vierges de tout. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de confrontation et d'affrontement, parce que j'ai l'impression que dans la manière dont vous appelez, vous êtes député, donc c'est à l'Assemblée nationale, ces amendements, c'est les propositions, contre-propositions et éventuellement déposer des motions de censure. Ça, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais la manière dont il disait les conditions de la contestation, j'ai l'impression que vous cherchez un peu le soulèvement populaire à remettre du monde dans la rue ou la grève ou le blocage. Moi, c'est ça que j'ai senti. Moi, je vais vous dire une chose qui est le bilan d'un an de député. Député, c'est passionnant. Moi, j'en ai rêvé, je veux dire, parce que j'aime la Révolution française. Je pense que c'est là que naît la démocratie dans la vie. Mais il faut pas s'enfermer là-dedans. Ça peut être un moyen, on s'enferme, on a l'impression que tout le monde vous regarde, vous venez des bagarres. Nous, je suis intervenu, je faisais le bilan 738 interventions et d'autres copains de mon groupe en ont fait plus que ça. Des amendements, etc. Mais au bout d'un moment, il faut aussi s'adresser à la population. On ne peut pas changer ce pays sans une société mobilisée. Je veux dire, des gens qui restent des citoyens actifs. Alors la question, c'est après des institutions qui donnent plus de droits aux citoyens. Et puis ce que je disais tout à l'heure, qui est une obsession chez moi, l'abstention. Si on reste dans l'angle mort, le fait que les gens s'abstiennent, et en ne comprenant pas pourquoi ils le font, par ce dégoût de la vie politique, bon, on fera rien. On fera jamais rien. Donc nous, à la fois, on est dans une articulation qui dit, il y a des institutions, on se bagarre dedans. On a 17 députés. Au Parlement européen, il faut élire des députés européens, tout ce que tu veux. Mais aussi, il faut une société mobilisée. Et c'est ce que nous appelons à faire. Et tout ça, c'est le jeu démocratique. Mais Mélenchon, il avait une chance historique, c'est d'occuper toute la gauche finalement, puisque le Parti socialiste a quasiment disparu des radars, même s'il existe encore, avec des élus, mais c'est plus un parti d'élus qu'autre chose. Et donc il y avait quand même un espace à occuper que Mélenchon n'a pas occupé. Mélenchon est resté un peu dans son couloir, alors peut-être qu'il aurait pu être le grand leader de l'opposition de gauche face à Emmanuel Macron. C'est quand je disais que finalement vous faites du surplace, c'est que ce qui fait que ça laisse un espace, et on revoit un François Hollande par exemple qui fera sa rentrée politique aujourd'hui à Cherbourg, et qui se dit, finalement, il y a un espace entre le libéralisme et Mélenchon. Non mais bon, ça vous fait rire. Oui. Là, j'avais dit mais François Hollande, pour reprendre une anecdote une référence cinématographique, c'est le retour de la momie, quoi. Si c'est ça, je veux dire, ça n'a pas de sens. Non mais, je veux dire, moi, je suis un provincial, je viens de Béziers. Si au centre Leclerc de Béziers, il y a un ancien président de la République qui vient d'édication un bouquin, il y a beaucoup de monde qui va venir. Bon, ça c'est un succès qu'il rencontre très bien, tant mieux pour lui. Je pense qu'en plus, il avait 15-9 en plus. Ça va atténuer sa douleur psychologique qui fait qu'il n'était même pas en capacité de se présenter la dernière fois. Je peux comprendre. Mais si François Hollande a l'illusion qu'il est en capacité aujourd'hui de revenir, il ne comprend pas ce qui est en train d'avoir lieu. Et bon, donc. Mais il n'y a pas un espace quand même à gauche que Mélenchon a du mal à occuper. Mais comment dirais-je? Moi, je veux dire, c'est pas du business la politique. Celui-ci des parts de marché. Non, justement. Mais il y a des opportunités qui existent. Je disais tout à l'heure, l'opportunité. Il y a 4-5 ans, là, ce paysage politique, il est profondément bouleversé. Je pense que la France reste un grand pays, une mer agitée. Et il y a des potentialités énormes qui peut amener à ce qu'une formation politique comme nous peut se retrouver, pourquoi pas, en responsabilité demain, ou pourquoi pas aussi l'extrême droite. Tout est possible, d'accord? Tout est possible. Et c'est ça qui rend les choses passionnantes, inquiétantes aussi. Donc par rapport à ça, nous on a travaillé. Franchement, de briques et de broc, au point de départ, on a fait émerger, je répète, une grande force politique, plusieurs millions de voix, 7 en l'occurrence, c'est pas rien, qui amène à ce que, qu'on le veuille ou non, il y avait quand même 4 candidats qui étaient relativement dans un mouchoir de poche. L'histoire aurait pu être différente. Quand je dis ça, chaque fois on dit refait le match. Non, j'observe historiquement ce qui a eu lieu. Ça veut dire qu'entre Fillon, ça a été serré, donc ça montre que le peuple français, il n'est pas acquis au macronisme. Ça, c'est une illusion. Ça les rend fous, l'exercice du pouvoir, manifestement, s'ils croient que tout le monde est béat devant ce nouveau président. C'est pas si simple. Les chiffres le montrent. Et après, il y a des potentialités qui me semble qu'on a confirmées. Il y a même, quels sont vos éléments pour en juger de ce que vous dites, Olivier? Les sondages. Mélenchon a déjà été candidat 2 fois à l'élection présidentielle. Donc s'il est une troisième fois, 11% la première fois, 19,5%. Donc la prochaine fois, c'est pour avoir le pouvoir. Et la prochaine fois, l'émission s'arrête. J'ai bien fait de revenir. Olivier Truchot annonce que la prochaine fois, Jean-Luc comme François Mitterrand. C'est un modèle pour Mélenchon. Pourquoi pas? Alexis va rassembler toute la gauche. C'est la question que je vais lui poser. Attention. La question que je pose. Ensuite, dans un instant, on reprend la parole avec vous avec des questions de Rose, de Zora et de Jacques. Jacques Maillot, Rosa Méziane, Zora Bican sont nos grandes gueules du jour. Et dans le grand oral des GG, c'est le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, qui est avec nous. Monsieur Jacques Maillot, question des GG maintenant. Oui. Jean-Luc Mélenchon a toujours eu un grand respect, une admiration pour François Mitterrand. François Mitterrand a réussi, par l'union de la gauche, à rassembler toute la gauche.
Bon, j'ai senti que le ton, justement, de Jean-Luc Mélenchon avait un peu changé. Alors, j'ai bien compris que c'était pas un parti, la France Insoumise, que c'était un grand mouvement. Là-dessus, il y a un point commun avec En Marche. Mais quelles sont, je dirais, les actions qui vont être entreprises pour arriver à rassembler l'ensemble des forces populaires et devenir, en 2022, une possibilité réelle d'alternance dans le pays? Mais rassembler les forces populaires, comme vous le dites très bien, ne passe pas nécessairement par avoir l'obsession de rassembler des partis politiques qui se réclament de la gauche, pour reprendre votre terminologie. La grande différence avec les années 70, et quand on fait de la stratégie politique, il faut aussi s'adapter au moment. Parce qu'il y avait une époque où vous aviez des partis qui avaient un rapport, une influence sur des millions de gens. Et indiscutablement, un parti communiste qui tournait entre 15 et 20%, plus un parti socialiste, le fait qu'ils s'unissent crée une dynamique populaire. Aujourd'hui, qui peut croire sérieusement, dans ceux qui nous écoutent, que le fait que demain, Jean-Luc Mélenchon arrive bras dessus, avec Olivier Faure, plus je ne sais trop qui d'Europe Écologie Les Verts, et dans ce coup, on se dit, Pierre Laurent. Évidemment Pierre Laurent, et puis évidemment je sais pas qui. Est-ce que ça crée ça une dynamique populaire dans le pays? Mais c'est ne pas comprendre que le phénomène aujourd'hui en 2018, c'est ce phénomène de rejet des organisations politiques basé sur le fait qu'à la différence des années 70, il y a eu des expériences de gouvernement, notamment socialistes, qui ont beaucoup déçu les gens. Donc moi je ne m'adresse plus, je veux dire mon schéma c'est plus l'union de la gauche, rassemblement des partis de gauche, c'est d'abord fédérer le peuple. J'ai pas changé là-dessus. C'est-à-dire m'adresser à des millions de gens qui même ne se latéralisent plus, le terme est un peu technique, mais ne se disent même plus spontanément de gauche, d'accord, qui même voient ce mot comme un mot qui fait obstacle à leur compréhension, parce que tu leur dis je suis de gauche, c'est ah bon t'es avec François Hollande, etc. Donc faut reforger un vocabulaire politique, une stratégie politique. Après, si dans notre dynamique on entraîne des gens, tant mieux. Je veux dire, j'observe que là, à l'occasion des élections européennes, il y a même des gens qui au sein du Parti socialiste se disent après tout, c'est à la France insoumise que les choses les plus claires et les plus cohérentes se passent. On est des gens ouverts, mais je vais pas mentir aux gens, c'est pas dans des combines et des choses que tout ça va créer quelque chose de tout à fait dynamique. Le Parti socialiste me semble être encore très en soutien à l'action notamment du gouvernement de François Hollande. Rose, question. Corbière, vous exprimez votre opposition dans un langage parfois un peu guerrier. Est-ce que vous voulez transformer les européennes comme un deuxième match après les présidentielles? Et je pose la question pour un eurosceptique, est-ce que ça vaut le coup d'aller aux européennes? Alors, il y a plusieurs aspects. Je peux avoir parfois un vocabulaire un peu, vous dites guerrier. Moi, je suis un pacifiste, mais ce que je disais tout à l'heure. Non, mais il y a plusieurs aspects. Bon, déjà, j'ai un tempérament peut-être un peu méditerranéen. Deuxièmement, il y a le système médiatique qui fait que si vous parlez pas fort, il y a des moments où vous n'êtes pas entendu, et c'est comme ça. On peut le regretter, mais c'est vous, les chaînes d'info, qui avez matricé aussi un certain rythme à la vie politique. Non, mais je veux dire, c'est comme ça. Votre faute, j'en sais rien. Non, c'est vous qui dites les européennes, ça sera un référendum anti-Macron. Non, mais premièrement, mais c'est pas la question parce que la question qui était posée, c'était ensuite les élections européennes qui viennent. Quels sont les enjeux des élections européennes? C'est de faire entendre, bien sûr, le fait que dans ce pays, il y a un refus des politiques menées par Emmanuel Macron, parce que son projet au niveau européen est la même chose que ce qu'il fait sur le plan national. L'astuce de République En Marche va être de dire, vous n'êtes peut-être pas tout à fait content de ce que fait Emmanuel Macron, mais l'Europe, c'est un grand projet, parlons d'autre chose, ne soyez pas trivial, ne nous ramenez pas au niveau national, voyons grand, et en gros, si t'es pas content avec Macron, tu peux quand même voter pour la liste à Macron. C'est ça qu'ils vont nous vendre. D'accord? Non, mais ça veut dire je vous le fais avec une autre situation, le débat sera suivant, il y a les nationalistes, les réactionnaires, les racistes, dont votre serviteur évidemment, et les progressistes, on l'a vu avec le beau Manu. Attendez, il a dit. Alexis Corbière, on l'a vu ce matin, on l'a vu cette semaine, on a vu d'un côté Victor Orban, le ministre, et en plus les autres en face, ils le servent. Et Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, dire nous, on est les candidats anti-Macron, Macron c'est le candidat des migrants, et nous sommes le candidat national. Là, le système il est en place. Dans quel temps vous êtes? Et du coup, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est-à-dire, attendez, il y a plusieurs aspects. Ce qu'on propose concrètement, pardon, on avait un des programmes, l'avenir en commun, qui surnombre de questions, y compris au niveau européen. Par exemple, le fait, on va commencer, je suis contre l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, par exemple. Je trouve absurde que les questions monétaires soient dictées en dehors de tout contrôle démocratique. Par exemple, je suis contre la directive des travailleurs détachés. Je trouve ça absolument scandaleux qu'il y ait des centaines de milliers de gens qui viennent en France, non pas parce que pour uniquement leur qualité professionnelle, même si c'est des gens tout à fait respectables, mais parce qu'ils vont coûter moins cher qu'un travailleur français, parce qu'ils vont pas avoir les mêmes droits sociaux, etc. Et on pourrait continuer comme ça. Fondamentalement, l'Europe aujourd'hui telle qu'elle se construit, dans les traités européens, contre lesquels j'ai voté d'ailleurs, il y a une interdiction d'harmonisation fiscale et sociale. D'accord? Donc vous avez en fait une concurrence qui est organisée au niveau européen, qui fait que vous avez notamment des délocalisations d'entreprises en France qui partent vers d'autres pays uniquement parce que là-bas, la main-d'œuvre est moins chère, etc. Donc cette Europe, ce rêve européen s'est transformé en cauchemar. Est-ce que vous êtes progressiste ou nationaliste? Alors, après, il y a... Pour sortir de tout ça, il y a ce piège que nous décrit bien Olivier Truchot, c'est en gros, il y a deux débats. Soit tu es avec Salvini, c'est-à-dire que tu expliques que même des gens en détresse sur des bateaux, il faut les rebalancer à la mer.
pardon, bon, en gros, t'es un raciste, ou un xénophobe, ou t'as pas de cœur, ou j'en sais rien, tu réclames beaucoup d'ailleurs des grandes convictions spirituelles de l'Europe, tu t'en fous de l'être humain. Vous venez de dire que l'immigration fait baisser les salaires, mais en même temps, vous êtes pour l'immigration. Je viens de dire ça, je sais pas. Mais oui, je pense qu'effectivement, il y a une utilisation aujourd'hui notamment à travers la directive des travailleurs détachés, moi, mon principe, c'est à travail égal, salaire égal. Voilà, sur le territoire national et de manière générale, c'est un vieux principe, je vais utiliser un vocabulaire, du mouvement ouvrier. Je n'accepterai pas que quelqu'un, t'es sur un chantier, tu bosses, le copain qui bosse à côté de toi, il doit être payé comme toi. Ce que dit Rose, c'est que beaucoup de Français pensent que les migrants que vous voulez accueillir prennent finalement leur boulot à des salaires moins importants, en acceptant de faire des choses que... Il y a plusieurs niveaux de débat. Le niveau de débat, quand vous avez des gens sur un bateau, franchement, je veux dire, c'est une vieille histoire. Oui, mais tout le monde est d'accord. Oui, mais on est d'accord, pardon. On n'est pas d'accord. Il y a même des gens. En France. Même le gouvernement, je les ai pas sentis particulièrement. Voilà. Bon, je les ai pas sentis. Y compris, c'est la grande hypocrisie de ce gouvernement qui nous fait des leçons face à Salvini, mais qui est même pas foutu d'accueillir un bateau de 140 personnes avec des femmes et des enfants dessus. Oui, mais c'est un compromis. On dit non, on montre les muscles pendant la cage 50. Il y a un peu d'hypocrisie sur l'immigration. Il y en a beaucoup. Ça, c'est Alexis Corbière, la question de Zoran. Non, mais et après, il y a... Progressiste ou nationaliste? Voilà. Il y a cette question-là. Moi, je pense que le débat, il n'est pas, justement, je ne souhaite qu'il ne soit pas binaire comme ça. C'est pas, est-ce que tu choisis Macron ou Salvini, d'accord? Est-ce que tu veux comment dirais-je, un bouillon infâme ou est-ce que tu veux un infâme bouillon? C'est pas possible cette alternative politique. Vous n'êtes pas nationaliste? Le libéralisme nourrit l'extrême droite et l'extrême droite se félicite du fait que si son seul adversaire. Vous n'êtes pas nationaliste? Non, je suis républicain. Je peux même dire que je suis patriote. Je défends l'idée de la souveraineté nationale. Je pense que c'est au peuple de décider et pas des entités non contrôlées au-dessus des choix économiques. Oui, ça c'est dégueulasse, hein, ça franchement. National-socialisme. Ouais. Alors voilà comment Mélenchon est présenté. Ouais. Alors là, on fait une parenthèse. Moi, je veux bien tout entendre, hein. Mais national-socialiste ou nationaliste et socialiste, c'est précisément le mot nazi, hein, national-socialiste. Donc si on commence à jouer, alors je veux bien que la presse doit se vendre et qu'il y a beaucoup d'outrance, etc. Mais si on commence à considérer qu'un homme comme Jean-Luc Mélenchon, avec lequel on a le droit d'être en désaccord, est comparable à Adolf Hitler, là c'est vraiment le caniveau de la presse. Et j'espère que, je sais bien, des fois je suis qu'il y a des journalistes qui me disent le papier c'est moi qui l'ai écrit, la titraille c'est pas moi, mais le jobard qui a fait le choix de ce titre, franchement, en plus j'ai envie de dire que ça rend service à l'extrême droite, parce que si tout est extrême droite, bon il y a plus d'extrême droite. Alors évidemment la grande vous parlez un petit peu comme l'extrême droite. Je dis pas vous êtes de l'extrême droite, mais il est gentil Olivier Truchot. Ici à ce micro on parle jamais comme l'extrême droite. Mais dans vos propositions, on retrouve des propositions de Marine Le Pen. Lesquelles? Sur la défense du service public, sur la retraite, sur le rejet de cette Vous avez Europe. de la mémoire. Il y a 14 ans, quand vous avez commencé l'émission, c'était Jean-Marie Le Pen, celui qui disait que les fonctionnaires foutaient rien, qu'il fallait travailler jusqu'à 65 ans. Entre-temps, d'accord. Alors que eux, pour des tas de raisons, et sans faire le prof d'histoire, vous savez, les Russes de l'extrême droite, pour parler comme le vocabulaire souvent de ceux qui sont des progressistes, est une vieille histoire. Bon, que dernièrement ils aient modifié avec beaucoup d'opportunisme leur discours est une chose. Ça veut pas dire que moi je vais changer de discours. C'est pas parce que Marine Le Pen, par opportunisme, dit il faut défendre la retraite à 60 ans que je vais dire maintenant faut travailler jusqu'à 70 ans. Tu comprends? Comme je suis contre l'extrême droite, faut faire bosser les vieux jusqu'à 90 ans. Tout ça est absurde. Ça c'est la confusion. D'accord, mais la confusion, l'extrême droite fonctionne beaucoup sur la confusion. Mais à nous de avoir un discours clair, républicain, social, écologique. Alors moi, j'entends bien que votre mouvement, c'est un mouvement de communion avec le peuple et qui peut être entendu parce que effectivement, on voit bien que au niveau chômage, au niveau précarité, etc., on sort pas de tout ça. Mais est-ce que vous pensez pas que votre limite, c'est toujours la poursuite de l'État-providence, de davantage de services publics? Or, on a une dépense qui est quand même incroyable. Je pense que l'antilibéralisme qui consiste à évacuer le fait que l'entreprise doit aussi prospérer pour pouvoir créer de la richesse. Est-ce que l'État-providence, c'est pas ça votre limite et c'est pas ça qui fait qu'à un moment donné vous vous heurtez à un mur où les gens veulent quand même la liberté d'entreprendre, la liberté de créer, la liberté d'innover, la liberté de gagner de l'argent, d'être riche, sans pour autant nier la possibilité, je veux dire l'intérêt d'être solidaire. Vous êtes toujours dans on va aller prendre dans l'État la gestion de toute la société. Or ça c'est fini. Or et donc c'est un peu j'allais dire moi qui suis plutôt une libérale un peu de droite, je me dis votre communion avec le peuple sur des questions qui les intéressent, ça pourrait presque me séduire. Mais je me dis à un moment donné, il peut pas aller chercher l'argent chez une minorité, il peut pas être dans l'État-providence. Or aujourd'hui, on doit sortir de ça. Alors, le premier problème c'est la dépense publique. Et vous parlez de plus de dépenses publiques. Oui. Non mais premièrement, la richesse qui se produit, elle est produite par les gens qui travaillent dans une entreprise. Cette idée qu'il y aurait des gens, d'accord, c'est collectif. Mais au-delà de ça, oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent être extraites de ce que je vais appeler la sphère marchande.
l'éducation, la police, la santé. Voilà, je pense que dans une société où il y a la liberté d'entreprendre, où on peut très bien s'enrichir individuellement, il y a quand même il y a un État qui doit dire tout ne peut pas être réglé à... Ça, c'est déjà le cas. Oui. Non mais j'entends bien. Mais c'est parce que Zora avait une discussion, mais je la respecte, on va dire philosophique. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être extraites de la sphère marchande. Et puis on peut même s'interroger à l'heure où ce système économique, la recherche du profit, détruit la planète elle-même, pour dire bon sang, même pour nos enfants, je sais pas, la mer, on n'a pas envie qu'elle soit foutue en l'air, la nature, et on va mettre des règles qui fait que le tout profit ne peut pas tout réglementer. Ça, il faut qu'il y ait une puissance publique. La main invisible du marché, moi j'y crois pas. Je préfère la bonne pogne bien visible de la démocratie, de l'État, à condition bien sûr que cet État soit l'expression de la volonté du peuple. Moi, le problème que j'ai en 5e République, c'est que j'ai le sentiment de plus en plus qu'il y a souvent une technocratie qui méprise souvent le peuple. On a vu qui n'en a rien à fiche, il y a beaucoup d'abstention, qui même fabrique l'abstention, etc., etc. Et bien souvent, des décisions de l'État sont pas toujours des décisions vraiment, comment dirais-je, en osmose avec l'opinion générale. Une croyance absolue en l'État. Cette croyance absolue, elle est un peu absurde. Bien sûr que l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire une croyance absolue ? L'État doit être présent dans certains domaines. Parce que le privé ne peut pas agir. Mais je propose pas que les choses soient fabriquées par l'État. En général, s'occupe des choses du privé, ça se passe mal. Quand l'État commence à vouloir diriger des entreprises, en général, ça se passe mal. Moi, j'ai vu l'inverse. J'ai connu des grandes entreprises publiques où, quand elles ont été privatisées, elles ont été fichues en l'air. Ça, c'est vraiment, pardon, Olivier Truchot, un truc idéologique comme quoi l'État. L'électricité, par exemple, regardez EDF. Mais ça marchait très bien, EDF. Vous voulez qu'on parle de la privatisation? Vous voulez qu'on parle aujourd'hui de la privatisation de GDF? Les tarifs ont augmenté. Ça marche mieux qu'avant. Mais enfin, qui dit ça? La Poste, c'est merveilleux service public. Ça marchait bien dans tous les villages. Aujourd'hui, il faut aller discuter. Mais attendez, vous êtes un provincial. Dans beaucoup d'endroits, il y a quasiment plus de bureaux de poste. La Caisse des dépôts et la CNP, là. Attendez, mais il va y avoir des logiques de privatisation, de rentabilité. Là-dessus, ils nous prennent pour des gogos. C'est nous la Caisse des dépôts. Vous avez le socialisme, le communisme a eu à gouverner au niveau local, auprès des villes. Quand on voit comment elles sont gérées parfois. Je ne suis pas au Parti communiste, je suis pas au Parti socialiste. Non, mais parce que sinon on discute plus. C'est pas ça, c'est que aujourd'hui ce que vous proposez, certaines idées que vous avez proposées en local, ça ne fonctionne pas. Une mairie qui veut tout gérer, qui d'ailleurs pour la plupart des villes socialistes ou communistes sont les premiers employeurs. Je vous ai dit que je voulais tout gérer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà tenté des choses et ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve que alors déjà, je vais vous prendre au mot. Ce qu'il y a de beau, notamment dans beaucoup de municipalités, c'est quand il y a eu des bibliothèques municipales, quand il y a eu des équipements publics. Très bien. Non, mais attends, dans beaucoup de municipalités populaires. Non, mais attendez, on va pas tout jeter par-dessus bord. C'est pas vrai. On a eu aucune politique sur l'emploi, aucune politique sur la formation. Si vous vous cassez la jambe, ce que je vous souhaite pas évidemment, et que vous allez aller à l'hôpital, on va pas vous demander votre carte bleue, on va vous soigner. Est-ce que vous allez constater bien entendu, on va attendre 7 heures parce qu'il y en a certains qui sont là. Oui, d'accord. Non, mais alors, on en revient à ce qu'on disait. Non, mais quand parfois on préfère construire un stade plutôt que d'avoir une politique économique dans la ville qui permette aux gens de s'émanciper par le travail. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Oui, mais pourtant c'est ce qui s'est passé pendant des années. Vous savez que de plus en plus, mais ça c'est des choix. Je suis d'accord avec vous. Mais d'ailleurs, ça fait au passage le grand discours pro mouvement sportif après la victoire des Bleus. Concrètement, tout ce que disent tous les clubs, c'est qu'il y a moins de subventions, moins de moyens. Et je suis d'accord sur le fait que c'est un vaste sujet qui devrait nous passionner. La privatisation du sport, de quelle manière? Sauf que c'est à la Fédération française, à la Ligue déléguer ça, c'est pas privé, c'est une délégation de service public. Je fais la Fédé, c'est une délégation de service public. Je suis scandalisé par le fait que le maillot de l'équipe de France, avec les 2 étoiles, dont tous les gamins rêvent, va coûter 119 €. Et je m'apprête à faire un courrier à la ministre des Sports pour dire que c'est scandaleux. Elle va se mettre au boulot. Non, mais c'est symbolique. C'est totalement symbolique, vous avez raison. Mais parce que c'est symbolique. Pas d'un maillot avec 2 étoiles. Attendez, moi j'ai encore discuté. Écoutez, je travaille avec les jeunes ont envie d'avoir une formation solide, les jeunes ont envie d'avoir un emploi. Non, mais c'est pas ça le sujet. On offre des t-shirts aux jeunes et on leur offre pas d'avenir. Non, mais attendez, on est d'accord, ne me prenez pas là-dessus. Il faut arrêter d'être dans non, mais j'ai pas dit que mon projet de société c'était des maillots. Non, je réagissais là-dessus. À l'État de fabriquer les maillots, par exemple. Non, ce que je pense, par exemple, c'est qu'il est scandaleux qu'un équipementier, alors que tous on a valorisé, c'est une anecdote, à ce que je raconte, mais tous on a valorisé cette équipe de France, reçue par le président de la République, tous patriotes, il faut les soutenir. Et évidemment, pour des gamins, vouloir acheter un maillot, que c'est une forme d'impôt privé, qu'un maillot qui coûte 5 € dans le pays dans lequel il est fabriqué, va être vendu 119 €. On pourrait premièrement trouver les moyens de fabriquer ça en France. Ça coûterait peut-être un peu cher, mais au moins ça referait du boulot. Et il faudrait moins imposer qu'il peut pas y avoir cette marge de bénéfice sur quelque chose qui est plus qu'un vêtement, qui est une forme de symbole. Bref, je referme. C'est une anecdote, on s'en fout. Mais je dis ça parce que pendant les vacances, j'ai discuté avec des copains qui ont des enfants, évidemment des gamins de 9-10 ans, de quoi ils rêvent, de ce maillot. Et je vous assure que pour des familles, en plus, ils veulent le maillot d'Mbappé du PSG et le maillot de l'équipe de France. Pour des familles, ça fait énormément cher. Alors que là, on voit sur des trucs qui, je le répète, quand j'ai vu le prix, 5-6 €, c'est scandaleux. Bon, c'est un détail. Je veux dire, en termes de politique publique, évidemment, il faut autre chose.
Moi, je suis très inquiet, par exemple, le fait que les JO qui se préparent, contrairement à ce qu'on croit, vont avoir assez peu d'effets positifs sur le département de la Seine-Saint-Denis en termes d'équipement public. On pourrait, et beaucoup de clubs qui ont formé d'ailleurs ces magnifiques joueurs, galèrent avec du bénévolat, etc. Merci Alexis Corbière d'être passé par le grand oral des GG.